C'est un vaste espace de 5 millions de kilomètres carrés qui abrite 80 millions d'habitants et qui couvre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, ainsi que le Tchad. Une partie du Sahel qui ambitionne de s'organiser pour faire face à des questions spécifiques de développement et de sécurité. Un espace donc qui se met sous la houlette du G5 Sahel comme cadre institutionnel de coordination et de suivi. Mais depuis sa création en 2014, les pays membres du G5 Sahel se trouvent dans l'œil du cyclone terroriste et doivent sans cesse travailler à lutter contre l'extrémisme violent. Et la culture figure en bonne place parmi les leviers à actionner pour redonner du sens à la solidarité et au vivre ensemble dans les communautés. D'ailleurs, un proverbe bien africain ne proclame-t-il pas que, je cite, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro qui sera consacré à la problématique de la lutte contre l'extrémisme violent, où, au moment même où les ministres chargés de la culture des pays membres du G5 Sahel se retrouvent à Ouagadougou pour bâtir ou pour vivifier le socle culturel nécessaire à cette lutte. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec deux experts en la matière qui nous instruiront de leurs éclairages. Nous avons donc sur le plateau Ouma Matala, ancien ministre chargé de l'enseignement secondaire de Mauritanie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Draman Konaté, conseiller technique du ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vous êtes également, Monsieur Konaté, président de la commission thème de la conférence des ministres chargé de la culture des pays du G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Un mot tout d'abord avant d'entrer dans le vif de cette émission, et il émane du ministre burkinabé de la Culture, Abdoul Karim Sango. Plus qu'un mot, il s'agit plutôt d'une conviction qui proclame que, je cite, la culture constitue l'arme la plus redoutable pour éradiquer le phénomène de l'extrémisme violent. Fin de citation. Alors, Monsieur le ministre, partagez-vous cette conviction? Merci beaucoup. Premièrement, je salue les organisateurs de cette rencontre qui ont mis tout ce qu'ils ont comme hospitalité, comme organisation et moyens pour la réussite de cette manifestation. Et comme nous sommes au pays des hommes intègres, nous saluons aussi ce peuple qui est un peuple frère, un peuple avec lequel nous partageons l'histoire, mais aussi avec lequel nous partageons la souffrance que la plupart des pays du monde ont connue à cause des phénomènes du terrorisme. On m'a demandé de faire une communication sur le rôle de la culture dans la lutte contre l'extrémisme. Hier, lors de la plénière, quelqu'un a dit que la culture est à la société ce qu'est la mère à l'enfant. La culture est à la société ce qu'est la mère à l'enfant. Moi, j'ai dit que la culture est pour la société ce qu'est la mer et l'océan à la planète Terre. Ce qu'est la mer et l'océan à la planète Terre. Chez nous, en Mauritanie, la culture, c'est aussi l'air que nous respirons. C'est le sang qui circule dans nos veines. Et l'islam en est le cœur battant. Les coutumes en sont les vaisseaux, l'art, les artères, les langues nationales, les capillaires. Ça veut dire que nous avons tous les véhicules nécessaires pour traduire par nous-mêmes, pour avoir les armes nécessaires pour lutter contre le terrorisme. C'est pourquoi mon intervention était axée sur le rôle prépondérant que jouent nos universités du désert appelées Mahadra
dans le façonnage de l'homme mauritanien. Alors, vous nous parlerez de cette expérience plus tard dans l'émission Monsieur le ministre, mais en attendant, je demandais si vous partagez donc la conviction du ministre burkinabé de la Culture qui dit que la culture, justement, constitue l'arme la plus redoutable pour éradiquer le phénomène de l'extrémisme violent. Justement, j'ai fait cette introduction pour montrer qu'en Mauritanie, la meilleure arme que nous avons eue à combattre le terrorisme, c'est justement la culture. C'est justement la culture. La culture chez nous ne peut pas être dissociée de l'islam. La culture ne peut pas être dissociée de la Dramane Konaté. Oui. C'est votre ministre qui dit cela. Ça veut dire que vous partagez forcément cette conviction. Absolument. Nous savons que le combat contre l'extrémisme violent n'est pas que militaire. Chaque fois au niveau de l'UNESCO, on rappelle que la guerre naissant dans l'esprit des hommes, eh bien c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut édifier, ériger les défenses de la paix. Dans ce sens, la culture est un puissant levier en termes de, j'allais dire, de capacitation, en termes, pour parler beaucoup plus simple, de prise de conscience face à une situation en termes de déradicalisation. Puisque l'extrémisme violent, si vous voulez, sous toutes ses formes, tente à embrigader notamment la jeunesse, à radicaliser les mentalités, à braquer les mentalités et surtout à susciter ce sentiment de haine contre l'autre que l'on estime être son ennemi intime, que l'on estime être son frère, mais son frère rival, et dont il faut faire couler le sang, alors il faut passer par des enseignements appropriés, par une pédagogie appropriée pour déradicaliser les esprits. Donc avec la culture, on peut réussir à déradicaliser et donc à combattre plus utilement l'extrémisme. Absolument, puisqu'il n'y a de culture que d'homme. Il n'y a de culture que d'homme, c'est tout cela qu'on va développer tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le 94e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter à présent. Je vous le disais tantôt, les ministres de la culture des pays du G5 Sahel tiennent une conférence à Ouagadougou pour réfléchir à la contribution de la culture justement dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme violent dans cet espace régional. Le G5 Sahel, vous le savez, ce sont 5 pays, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, qui ont décidé de mutualiser leurs forces pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Qu'est-ce qui justifie la tenue d'une telle conférence aujourd'hui, plutôt Dramane Konaté, puisque vous êtes le président du thème? Tout à fait. On parlait là de l'importance de la culture. Alors les ministres en charge de la culture des pays membres du G5 Sahel se sont concertés pour la rencontre de Ouagadougou. Et vous savez très bien que le Burkina Faso assure le leadership du G5 à travers Monsieur le Président du Faso. Donc, que faire pour que, dans la vision stratégique du G5 Sahel, où il est question de créer un espace économiquement stable et prospère, et aussi un espace culturellement riche, sécurisé, mais sans pour autant qu'il y ait un dispositif spécial mis en place, de sorte à pouvoir s'approprier, j'allais dire, cette vision stratégique. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, la lutte contre le terrorisme, en fait, la réponse militaire ne saurait être la seule. La raison pour laquelle
il faut que la culture, les acteurs culturels, tels que ce qui est prévu dans la vision stratégique du G5 Sahel, puissent y jouer leur rôle. Alors, dans la vision stratégique, outre la dimension sécuritaire, il y a la dimension développement. Développement et précisément la dimension culturelle. Il est dit dans la vision stratégique. Mais jusque-là, il n'y a pas eu d'axe stratégique tracé, il n'y a pas eu d'objectif opérationnel pour prendre en charge justement ce volet culturel. La raison pour laquelle le Burkina Faso, étant un pays culturel par excellence, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas? Et surtout que, à travers le président du Faso, le Burkina Faso assure le leadership du G5 Sahel. Alors, autant faire des propositions concrètes, autant que les ministres en charge de la culture de leur pays puissent se retrouver ici à Ouagadougou pour lancer un acte fort. Pour lancer un acte fort, vous le dites, l'objectif global de cette conférence des ministres de la Culture, c'est également et notamment d'élaborer une feuille de route en vue de la prise en compte du secteur de la culture dans la résilience et dans la lutte contre l'extrémisme violent. Monsieur le ministre, quelles sont d'ores et déjà les valeurs en partage dans cet espace, l'espace G5 Sahel, qui sont susceptibles de garantir la cohésion sociale et un meilleur vivre ensemble? Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu donner mon avis sur le pourquoi la culture est la meilleure arme. Oui, pourquoi la culture est la meilleure arme? La culture est la meilleure arme parce que sans la culture, à mon sens, il n'y a que l'ignorance. Et avec l'ignorance, oui, c'est le sous-développement. Avec le sous-développement, c'est l'incapacité de la gouvernance. Ce sont les dérives, c'est l'injustice, c'est le chômage et tous ces corollaires. Ces corollaires entraînent une déchéance au niveau de la société et chacun cherche là où s'accrocher. Il s'accroche à la religion, il s'accroche au terrorisme, il s'accroche au banditisme, il s'accroche à la drogue pour compenser ce que la culture et l'enseignement devraient donner. Si on investit dans la culture, on a le contraire de tout ce que je viens de citer. Monsieur Batala, quand vous parlez ainsi de la culture, il faut justement qu'on clarifie. Voilà. Quel contenu on donne justement à la culture dont on parle ici? Voilà. Est-ce qu'il s'agit des savoirs, des enseignements, de l'éducation, ou plutôt plus largement de ce que l'UNESCO considère comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent donc une société ou un groupe social? C'est ça la culture. C'est cette définition globalisante de laquelle on peut descendre vers les manifestations de la culture. Et ce qui m'amène à répondre à la question que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on a à partager? C'est ça. Premièrement, on a à partager la tradition. Nous sommes le même continent. Nous avons à partager l'histoire. Nous découlons d'une histoire commune. L'Empire de Ghana, l'Empire almoravide, tout ceci a embrasé à peu près cette ère géographique commune. Oui. Nous partageons pour la plupart la même religion. Même si certains pays l'ont à 100%, d'autres l'ont quand même à un pourcentage. Nous partageons les mêmes populations, qui se retrouvent un peu partout, en Mauritanie, au Sénégal, même si le Sénégal est un pays observateur, mais au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, on a des ethnies, on a des mêmes pratiques. Depuis un certain temps, malheureusement, nous partageons aussi ces fléaux. Exactement. Et la Mauritanie l'a connu. L'a connu. Avant que la Mauritanie s'en débarrasse, elle l'a connu. Donc aujourd'hui, la Mauritanie s'en est complètement débarrassée. Bon. C'est trop dire. Parce que la menace existe. Parce que aucun pays au monde n'échappe à
à ce phénomène. Oui. Mais les manifestations armées ont cessé depuis quelques années. Et le pourquoi, il y a eu des accrochages extrêmement violents de notre armée avec les groupes terroristes. 2, ils les ont pourchassés hors de nos frontières. 3, il n'y a pas de base constituée sur notre territoire de ces terroristes. 4, les autorités, les imams, la société civile a engagé un dialogue avec les chefs qui étaient emprisonnés. Les chefs des groupes terroristes. Des groupes terroristes étaient tous emprisonnés, ou pour la plupart emprisonnés. On a pris une quarantaine de ulémas, d'imams, d'érudits, et ils ont fait un dialogue avec ces sur les fondements de l'islam. Leur arme à eux, c'était une vision de l'islam. Cette vision... Donc on leur a montré que c'était pas la bonne vision. Ce n'est pas la bonne vision. Ils ont un certain niveau, ils ont un certain bagage. C'est pourquoi ils peuvent comprendre. C'est ça. Et ils ont compris qu'il était sur une mauvaise voie. Et ils ont pu faire eux-mêmes le travail de déradicalisation. Ils se sont repentis et ils ont bénéficié d'une amnistie. En plus, on leur a donné un financement pour certains projets, chacun a de quoi vivre. Pour devenir autonome. Et ils sont eux-mêmes partis chercher leurs adeptes et les groupuscules qu'ils préparaient pour les dissuader. Pour leur enseigner la bonne vision de l'islam. La bonne vision de l'islam. Et depuis lors, alhamdoulilah, il y a moins de problèmes de ce côté-là. Sinon, à Nouakchott, il y avait des attentats les années 2010. Oui. Il y avait des enlèvements de certains coopérants. Il y avait pas mal de manifestations comme celles qui existaient. Alors, on revient à vous tout à l'heure, Monsieur le ministre, pour qu'on parle de la capacité de la culture, enfin de l'apport de la culture dans cette lutte-là en Mauritanie. Mais M. Dramane Konaté, que pensez-vous donc de cette expérience mauritanienne? L'expérience mauritanienne, il est vrai de le dire, nous a édifiés. Nous sommes... le G5 Sahel, c'est un vaste espace, et comme il a rappelé, nous avons pratiquement les mêmes sources, nous sommes baignés, j'allais dire, dans les mêmes sources historiques. Mais là, où il y a peut-être une différence avec les États carrément au sud du Sahara, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, il a parlé de religion. Au début, vous voyez, ici, les terroristes, quand ils frappaient en disant Allah Akbar. Mais quand les guides religieux ont commencé à dire que, en réalité, c'est pourquoi même le qualificatif a évolué de djihadistes à terroristes. Au début, ils disaient qu'ils étaient des combattants djihadistes. Eux-mêmes ne comprenaient pas le djihad. C'est ça, ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Tout à fait. Mais on a vu qu'il y a d'autres intérêts qui sont venus se greffer, notamment la contrebande et beaucoup d'autres choses. Et quand on est face à un phénomène de ce genre, en Mauritanie, le repère a dit c'est l'islam, la religion. Et à travers les versets, les sourates, versets du Coran, on leur a démontré que les actes qu'ils sont en train de poser là sont contraires aux prescriptions de l'islam. De l'islam. Chez nous, nous avons des pays à forte tradition, j'allais dire forte tradition ancestrale. Nos repères se trouvent à ce niveau. Et vous avez vu que les terroristes, au début, ont commencé à tuer les notables.
notamment coutumiers. Ensuite, ce sont les imams, les prêtres, les pasteurs, de sorte à pouvoir bouleverser, j'allais dire, les repères, de sorte à faire en sorte, ou du moins de sorte à ce que les habitants, les populations perdent leurs repères. Et comme le disait Kizerbo, vous savez, dans un village, vous avez le Dougou-Tigui et vous avez le Dougou-Kolo-Tigui. Donc le chef de terre et le chef de village. Quand les terroristes s'attaquent justement à ces garants des traditions, ça veut dire que vous perdez tout repère. Et par conséquent, c'est ce qui fait même, pour glisser un peu sur, j'allais dire, les conflits interethniques, intercommunautaires, c'est cela. Quand vous êtes là, on tue votre chef. Vous n'avez plus de repère. C'est lui qui était le garant, j'allais dire, de la cohésion sociale. Oui. Et c'était lui qui, même au niveau traditionnel, l'éducation et tout ce qui est censé, c'est lui. Maintenant, il est là, ici, comment fait-on pour montrer à ces gens-là, un peu pour prendre exemple sur ce qui se passe, ce qui s'est passé en Mauritanie, pour leur dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est cela. La rencontre de Ouaga vient à point nommé. Mais avant cela, vous savez qu'au Burkina Faso, par exemple, au niveau du ministère de la Culture, il y a eu ce qu'il est convenu d'appeler le colloque national sur le rôle de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, qui s'est tenu en décembre 2018, précisément à Dori. Et il y a eu même la vulgarisation des résultats de ce colloque-là sur le territoire national. Ça continue d'ailleurs. Attention, ça continue. Oui. Et maintenant, en réalité, cette rencontre de Ouagadougou vient consacrer, montrer à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, comme aussi aux populations du G5 Sahel, voici aussi une somme d'expérience, un capital expérience que nous sommes en train de partager avec nos amis du G5 Sahel. Alors, autant la Mauritanie nous a montré l'expérience qu'ils ont vécue, autant aussi au Burkina Faso, nous sommes en train de montrer aux autres, au Niger, ce que nous faisons dans notre pays. Oui, monsieur Dramane Konaté, oui. Évidemment, là c'est une rencontre au niveau ministériel sur la contribution que devrait apporter la culture dans cette lutte. Plusieurs rencontres sectorielles se sont déjà passées, ont déjà eu lieu dans le cadre du G5 Sahel pour faire face au phénomène de l'extrémisme. Les femmes se sont réunies, se sont regroupées pour donner leur tonalité. On a eu les jeunes, les parlementaires aussi. En quoi cette rencontre des ministres de la Culture peut-elle apporter une valeur ajoutée à cette lutte? Très, très rapidement. Une feuille de route. Une feuille de route calquée sur la vision stratégique du G5 Sahel, mais aussi une feuille de route qui va monter le mode opératoire, notamment des grandes décisions qui seront prises au niveau de la conférence des ministres. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'à Ouagadougou, là, nous avons dégagé les experts qui ont travaillé en prélude à la tenue de la conférence des ministres, dégagé des pistes, non seulement des pistes de réflexion, mais des actions concrètes, réalistes et réalisables, à moyen terme, à court terme, à moyen et à long terme. D'un de deux, la rencontre de Ouagadougou devrait être consacrée par notamment la déclaration de Ouagadougou. Ça, c'est au niveau politique. Mais il y aura un appel, ou si vous voulez, deux appels. Un premier appel qui sera émis par les écrivains et les artistes. Par les écrivains et les artistes. Voilà. Pour ce qui concerne leur domaine précisément, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi un autre appel qui sera lancé, appel de Ouagadougou, par les chefs coutumiers et religieux. Tout cela mis ensemble, nous nous sommes dit que le levier de la culture pourrait aider effectivement à prévenir, sinon à lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Ce ne sera pas une rencontre de plus. Alors, monsieur le ministre, il dit que ce ne sera pas une rencontre de plus, mais en même temps, on a eu beaucoup de rencontres sur le continent, avec à la clé des déclarations, des appels à n'en pas finir. Il y a des problèmes de suivi par la suite. Il y en a tellement de déclarations de Ouagadougou sur ceci ou sur cela. En quoi une déclaration de Ouagadougou peut-elle effectivement imprimer une dynamique dans notre façon de penser, d'agir, pour aller contre l'extrémisme violent? L'intérêt de mettre en régie les expériences de tous les pays, c'est
d'essayer une autre approche. Si chaque pays avait ses propres problèmes, ses priorités, maintenant on met en régie une stratégie qui va être suivie par tout le monde. Et je crois que cette fois-ci, ça donnera plus de résultats et plus de suivi que les initiatives qui ont été prises individuellement. Deuxièmement, je voudrais revenir toujours sur l'islam. Je vais vous lire un hadith, c'est-à-dire un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que l'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs. L'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs. Paix et salut sur lui. Et c'est pour nous une règle de conduite. C'est tout musulman qui entend, qui apprend une directive du prophète, elle devient pour lui, comment dirais-je, une constitution, une loi. Une loi. Deuxièmement, on dit aussi que la mort du savant est plus grave au regard de Dieu que celle d'une communauté entière. Parce que le savant, il enseigne, c'est ça? Voilà. Chez nous aussi, j'ai dans ma communication évoqué le rôle de l'imam, du savant, ou on peut l'appeler aussi d'érudit. Je vais vous le lire. Rapidement. Très rapidement. J'ai dit que son rôle, oh là là. Peut-être en attendant que vous retrouviez le passage. En effet, oui. Le marabout, le cheikh, est présent partout dans la vie de chez nous. Il officie la cérémonie du mariage. Il est présent à la naissance du bébé pour faire la langue dans son oreille. On le retrouve le jour du baptême. Il n'est pas loin lors de la concision. Le voilà officiant les 5 prières. C'est lui qui se charge de la toilette funèbre. Et enfin, il accompagne le défunt vers sa demeure au cimetière. Oui. Il tranche les litiges, rédige les testaments, révise la vision lunaire, anime les prières pendant la Ramadan. Officie au pèlerinage. Donc il a des rôles importants. Il a des rôles importants dans toute la vie et tous les jours. Le terroriste, lui, soit il fait son prêche dans une mosquée, cette mosquée, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, attention, arrête. Toi, tu es au mauvais sujet. » Soit il est dans une boutique. Le boutiquier, il a appris le Coran lorsqu'il avait 6 ans. Donc chacun Soit est il est au instruit. marché. Chacun est instruit Il ne peut pas berner les. Donc, cette culture qui est ambiante est le meilleur gage pour booster et rejeter toute idée tordue. En plus, nous avons l'arsenal militaire. Notre armée est très bien équipée, une armée très bien entraînée, une armée qui a fait des guerres avant la guerre, elle a fait la guerre du Sahara, et une armée qui a d'immenses territoires à garder et d'immenses garnisons qui sont aguerris, etc. Alors, donc c'est pas seulement tout se fonde sur l'islam, qui est donc un moule commun pour tout le monde et chacun est instruit de ce qui s'y trouve pour arrêter les dérives. Ce que nous n'avons pas véritablement ici, le fait que nous ayons plusieurs identités culturelles, puisque c'est fondé sur la tradition, sur les savoirs endogènes. La différence culturelle, la diversité culturelle. Est-ce une force ou une faiblesse? Non, pas du tout. Étant donné, bien sûr, que avec cette conférence, même un peu avant,
nous prônons la promotion de la diversité culturelle, la différence culturelle, à travers non seulement le dialogue interreligieux, mais aussi le dialogue interculturel. Pourquoi dialogue interreligieux? Ici, nous avons des religions révélées, comme aussi nous avons des religions traditionnelles. Hormis cela, la Mauritanie, vous savez, j'allais dire essentiellement, je mets entre guillemets, arabophone. Quand les terroristes viennent chez nous, dans le Soum, pourquoi les écoles ont fermé, etc. Ils disent non, il faut enseigner l'arabe. Alors que beaucoup d'entre eux-mêmes ne comprennent pas l'arabe. Il faut enseigner l'arabe. Il faut enseigner le Coran. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le Coran. Sinon, s'ils savaient que les fondements même de la cohésion sociale, du dialogue interreligieux se trouvent dans le Coran, je crois qu'ils n'allaient pas tuer des dignitaires religieux. Quand on prend le Coran, mais en réalité, on parle de gens du livre, mais aussi, il y a par exemple une sourate qui est consacrée à Marie ou à Mariam. Et les prophètes, le Coran a reconnu les prophètes qui ont précédé celui de l'islam. Ouais. Donc, comprenons que les fondements du dialogue interreligieux même se trouvent dans le Coran, dans les Écritures saintes. C'est la raison pour laquelle nous, sur le terrain, notamment avec les religions traditionnelles, qu'il ne faut pas vouer aux gémonies. Il faut dire que non, en réalité, ceux qui égorgent le poulet ou ceux qui font ceci, cela, en fait, voici là où se trouve le problème. C'est la raison pour laquelle nous avons, je vais dire, notamment dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont face aux traditions, mais aussi, il y a la question des religions révélées. Et à travers cela, voici des terroristes qui sont là, qui veulent montrer que non, et ils ont une ligne à suivre. C'est pourquoi je disais qu'au début, ils se faisaient appeler combattants djihadistes, mais quand on voit que ça n'a rien à voir avec l'islam, oui. Alors, à notre niveau, au niveau de la culture, vous avez parlé justement de ces traits distinctifs, à la fois spirituels, matériels et intellectuels. Il est revenu justement sur l'intellect, le marabout qui, en réalité, est le chef qui fait tout. Mais aussi, il y a les droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit au respect de sa culture, sa dignité. Mais voici des choses que les terroristes, les obscurantistes, comme nous les appelons, je suis tout à fait d'avis avec lui, ce sont des gens qui ne sont pas éclairés, qui sont dans l'obscurantisme et qui veulent plonger toute l'humanité dans l'obscurantisme. Alors, M. Konaté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Burkina a tenu en novembre 2018 ce colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence. Les résultats sont actuellement en train d'être disséminés dans toutes les régions du pays. Que peut-on retenir d'essentiel qui peut innerver donc les actions futures dans le cadre de cette contribution de la culture à la lutte contre le phénomène? Dans un premier temps, il s'agit, on a beaucoup parlé de système de valeurs. Nous avons vu à travers les différentes communications, notamment données par les experts, que ce sont pratiquement les mêmes systèmes de valeurs. Quand on parle d'hospitalité, de solidarité, tant qu'on est en Afrique, il s'agit de cela. Alors, comment faire en sorte de pouvoir créer des synergies, voilà, de sorte à ce que ces systèmes de valeurs puissent être véhiculés, non seulement promus, véhiculés, mais aussi des systèmes de valeurs qui puissent être transmis aux générations présentes et celles à venir. Ça, c'est le premier axe stratégique. Oui. Le deuxième axe stratégique, c'est le renforcement des capacités des acteurs culturels, ceux qu'on appelle non seulement les créateurs, mais aussi au niveau institutionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la culture, ces systèmes de valeurs en période de guerre ou en période de conflit armé? Il y a des textes que nombre de nos pays ont eu à adopter, non seulement au niveau international, au niveau régional comme continental, oui, pour dire que non, en période de guerre, par exemple, le patrimoine est menacé. Nous avons vu ce qui s'est passé à Tombouctou. Mais aussi, il y a quelques excités qui commencent à tourner autour des biens culturels, des sites patrimoniaux.
ici au Burkina Faso pour dire ce n'est pas normal. Que nous puissions accorder beaucoup d'intérêt à ces choses-là, alors que, bon, ils estiment, entre guillemets, que ce sont des choses inspirées par le diable et tout ce qui s'ensuit. Oui, alors, je vais vous arrêter là parce qu'on on va continuer. Ce que vous soulignez, c'est juste. Oui. C'est ce qui est ressorti de ce colloque. Oui. Comment réimprégner la population, et c'est la problématique, la dynamique qui est également en cours actuellement. Comment réimprégner les populations dans leur système de valeurs. C'est bien cela. Oui. Celles qui ont longtemps fait leur force et favorisé leur cohésion avant que le choc culturel avec d'autres cultures les en éloigne. Alors, monsieur le ministre, comment on prend en compte nos véritables valeurs culturelles aujourd'hui? Vous savez, les valeurs culturelles, l'islam les a toujours respectées. Si eux, ils parlent de l'islam, l'islam a toujours respecté les valeurs culturelles des pays islamisés. Le plus grand pays connu au monde maintenant musulman, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, il n'y a jamais eu une armée qui est rentrée, une armée islamique qui est rentrée dans ce pays. C'était des commerces. Grâce à la culture, grâce au comportement de ces commerçants, finalement, toute l'Indonésie est devenue musulmane. Donc le problème n'est pas l'islam. Le problème qui est posé maintenant, c'est que dans certains pays, malheureusement, les djihadistes ou les islamistes, pas les islamistes, les terroristes, jouent sur la fibre communautaire. Une communauté contre l'autre. Une communauté contre l'autre. Et ça a pris naissance avec la Qaïda en Afghanistan. La Qaïda en Afghanistan était essentiellement et uniquement faite de Pashtuns. Les Pashtuns. Les Pashtuns. Oui. Toutes les autres nationalités afghanes ne sont pas concernées par la Qaïda. Une seule nationalité, et elle a voulu étendre son hégémonie sur les autres nationalités. Ce qui a causé les attentats et tout ça. Mais si vous voulez, monsieur le ministre, sur notre continent, nous avons dans chacun de nos pays plusieurs nationalités. Voilà. Et ça, c'est le plus dangereux. Le plus dangereux parce que ce n'est pas une question de croyance, de connaissance. C'est une autre question. Chez nous, ils ont attaqué et ils avaient le style international qui s'appelle le Daesh. C'est un peu ça. Et ça, c'est transnational. Mais il repose sur une vision de l'islam, une compréhension de l'islam. Et heureusement pour nous, nos fortifications culturelles et naturelles, dans toutes nos communautés, on partage le même rite malikite. Nous avons nos écoles sunnites et nous avons nos écoles soufistes. Nous avons notre Tijaniya, nous avons la Qadiriya, nous avons la Sharia, en gros. Et nos ulémas ont laissé des traces indélébiles entre les communautés Wolof, les communautés Alpolaren, les communautés Soninké et les communautés Maure. Ce sont nos 4 composantes. Alors que dans les autres pays... vous trouvez une mosquée où l'imam est un Alpolar. Tout le monde prie derrière. Une communauté où l'imam est un Wolof, tout le monde prie derrière. À la télévision, nos imams sont Wolof, Alpolaren, Soninkophone. Donc il y a un véritable brassage. Ah oui. Il y a un véritable brassage. Alors, donc, monsieur Konaté... Donc ça nous a permis de ne pas avoir, le problème communautaire ne se pose pas. Deuxièmement, il n'y a pas une tribu ou une zone ou une région qui est connue pour être le fief
d'un moment génétique. Oui, alors, mais avant, Il y a que des individus. c'était pareil ici. Il n'y avait pas de problème entre les communautés. Tout à fait. Jusqu'à récemment, il n'y avait aucun problème entre les communautés. Oui. Comment on fait aujourd'hui, puisqu'on parle de culture, Oui. et qu'on parle de cette assertion large de la culture, Oui. qu'il faut comprendre comme étant ce que nous avons de plus cher en Oui, nous, bien ce sûr. ce qui représente notre être. Comment on fait pour revenir à ces valeurs-là? C'est d'ailleurs Feu Joseph Kizerbo qui dit dans son ouvrage À quand l'Afrique, que je cite, par les objets manufacturés qui nous viennent des pays industrialisés du Oui, Nord, oui. par ce qu'ils portent de charges culturelles, nous sommes forgés, moulés, formés et transformés. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous et il a ajouté que nous sommes à l'ère de la civilisation coca-colaense. Voilà, c'est-à-dire venant de Coca-Cola. Pour dire qu'il y a une standardisation. La mondialisation est telle que c'est, je ne dirais pas l'impérialisme culturel, mais l'hégémonisme culturel, notamment venant de l'Occident. Vous savez que cette guerre que nous connaissons aujourd'hui a éclaté évidemment depuis fort longtemps. Depuis 2001, il a rappelé avec les attentats aux États-Unis. Mais ensuite, à travers même certains propos, l'Occident vis-à-vis de l'Afrique, quand on dit que les civilisations ne se valent pas, ça ce sont des hommes politiques à l'époque. Et aussi des expressions telles que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Il s'agit de quelle Afrique? Donc cette civilisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, cette homogénéisation des valeurs que nous avons ou que l'on tente d'imposer, au début, en réalité, cette guerre-là, c'était contre l'Occident. Mais on a vu que non, il y a certains qui sont des amis des Occidentaux. Donc la guerre a été transposée. Et également, il ne faut pas que l'on se voile la face avec ce qui s'est passé en Libye et le repli tactique sur l'Afrique subsaharienne. Nous voyons ce que ça donne. Oui. Donc, nous n'avons pas cette homogénéité. Par exemple, autour de l'islam, autour d'une certaine religion, nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens, nous avons aussi les adeptes des religions traditionnelles. Donc, par rapport à cela, comment faire pour souder nos communautés autour de valeurs communes? Commune, oui. Le risque vient du fait que quand une religion, et moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, quand on dit que non, la voie qu'on suit est la meilleure, c'est ça le risque d'aller vers l'extrémisme violent. Parce que quand vous dites que la voie que vous suivez est la meilleure, est la seule voie, ça veut dire que vous avez tendance à faire du prosélytisme, à amener les autres vers vous de gré ou de force. Ou de force. Et c'est ce qui se passe dans nos zones aujourd'hui. Donc, les valeurs, les systèmes de valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est par le biais de l'éducation. Voilà. L'éducation à l'humanisme. D'abord, reconnaître que l'autre est un être humain avant tout. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, nulle part il est dit, et même nos traditions. Et le Mali n'a pas manqué de revenir sur la charte de Kourkan-Foukan. Voilà. Au XIIIe siècle, qui était en réalité la première déclaration des droits de l'homme. Les droits humains. Voilà. Alors, les Occidentaux sont venus s'inspirer de nous, et c'est bien plus tard qu'ils parlent de droits humains, où on a dit toute vie est une vie. Il n'y a pas de vie supérieure à une autre vie. Personne n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. De l'autre, oui. Donc, pour dire que voici par exemple des religions traditionnelles à l'époque fondées, on sait que c'était les Dozo, notamment les chasseurs traditionnels, qui s'étaient retrouvés autour de Soundiata Keïta et qui ont proclamé cette charte de Kourkan-Foukan. Alors, par rapport à cela, comment faire pour retrouver nos valeurs? C'est par le biais de l'éducation, mais aussi les médias. Les médias, les journalistes que vous êtes, ces canaux-là, les réseaux sociaux, etc. Comment faire en sorte de pouvoir valoriser ces systèmes traditionnels que nous avons, mais ramener les uns et les autres vraiment aux fondamentaux même de la vie. Les ramener aux fondamentaux de la vie, et nous ramener nous tous au système de valeurs qui étaient les nôtres, parce que nous sommes forgés, moulés, transformés. Oui. En tout cas, Joseph Kizerbo en a plein de mots pour décrire notre situation actuelle.
Nous sommes plongés dans le monde au niveau des télévisions, des radios, des ordinateurs, de l'Internet, constate donc Joseph Kizerbo, qui affirme encore que, je cite, « Nous ne sommes pas en mesure de nous déconnecter, nous n'avons pas la liberté de nous libérer, nous n'avons pas la liberté d'être non plus alignés, aucun d'entre nous n'est véritablement indépendant de cette déferlante qui tombe des pays industrialisés et nous entrave par les chaînes de la production et de la consommation. » Fin de citation. Est-ce que finalement on n'a pas raté une révolution culturelle quelque part entre-temps pour bâtir notre avenir, notre devenir sur le socle de nos véritables cultures? C'est ça qu'il a appelé le défoliant culturel ou le défoliant civilisationnel. Vous voyez, c'est pourquoi je rappelais, entre-temps, quand on dit, pour ne pas se lancer dans les grandes théories, que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde depuis Hegel, et ensuite que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, les civilisations ne se valent pas, etc. C'est ce que ça veut dire. Et d'éminents historiens comme les Joseph Kizerbo, les Cheikh Anta Diop, ont démontré en réalité, si nous essayons de suivre un peu la courbe historique, sur le plan civilisationnel, avec l'Égypte ancienne, et où les Grecs ont été s'inspirer, notamment de ceci ou de cela. Et ensuite, les Grecs ont transmis leur savoir et leur savoir-faire aux Romains, qui, à leur tour, ont transmis leur savoir et savoir-faire aux Arabes. Par exemple, les chiffres arabes que nous utilisons aujourd'hui, al-chiffre, c'est de l'arabe. Et pendant 10 ans, pratiquement, les Arabes ont fait prospérer justement cette civilisation. Et nous avons eu de grandes civilisations. Je parlais de civilisation médiévale, avec non seulement les Almoravides, avec l'Empire du Ghana, avec etc. Mais il y a eu la cassure à partir de l'esclavage et ensuite de la colonisation. Mais maintenant, comment faire pour nous retrouver? C'est la raison pour laquelle il y a eu la conférence de Bandung en 1955, où il y a eu les grands mouvements qui ont été lancés. Le panaméricanisme avec Fidel Castro, il y a eu le panarabisme avec Gamal Abdel Nasser, il y a eu le panafricanisme avec Kwame Nkrumah, où il a été dit il faut revenir aux fondamentaux, ce qui crée véritablement, ce qui fait valeur, nous, dans nos États. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne le panafricanisme, il a été dit avec les Kwame Nkrumah, les langues africaines doivent être promues, les cultures africaines doivent être promues, mais aussi dans les enseignements, il faut que nous laissions tomber un peu la langue du colonisateur pour enseigner les valeurs endogènes. Enseigner les valeurs endogènes, il faut laisser tomber la langue du colonisateur. Monsieur le ministre, vous avez été donc ministre de l'enseignement. Est-ce que ça vous parle de dire qu'il faut laisser tomber cette langue que nous partageons aujourd'hui, grâce à laquelle nous nous comprenons, pour revenir à des langues qui nous sont propres pour véhiculer nos... Non, je crois qu'il ne faut rien rejeter de bon. Et toutes les langues sont bonnes. Les nôtres sont bonnes, mais celles des autres sont aussi bonnes. Le Dieu a dit qu'il nous a créés, qu'il a créé l'humanité avec des couleurs diverses, des langues diverses, etc. C'est pour le bien de l'humanité. Moi, j'ai 2 propositions à donner qui sont tirées des enseignements du prophète. Des enseignements du prophète. La première, c'est que le prophète a trouvé à Médine un cocktail de tribus et une autre religion, qui est le judaïsme. Il a fait une charte. Tous les habitants de Médine, qu'ils soient juifs ou musulmans, ont fait une charte entre eux que chacun est solidaire avec l'autre dans la guerre et solidaire avec lui dans la paix. Et la communauté a marché avec. Bien entendu, il y a eu des couacs, mais pas de la part du prophète et de ses hommes, de ses disciples. Ok. Ça, c'est une. On doit, chaque communauté, chaque pays doit prendre toutes les communautés à en faire une charte d'honneur, de bon voisinage, de culture, d'échange,
quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur affinité. Ça, c'est un enseignement qu'on peut prendre. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'échange de sang. Les communautés, les tribus se marient les uns avec les autres. Je donne quelques exemples, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Le prophète a 4 khalifes. Omar, Abu Bakr, sa fille Aïcha et l'épouse du prophète. Le deuxième, c'est Omar. Sa fille Hafsa a été épousée par le prophète. Le troisième, Uthman. Il a épousé les 2 filles du prophète, Ruqayya et Ruqayya et Kalloum. Et enfin, Ali, sa fille, c'est sa femme et la fille du prophète. Et la fille du prophète. Donc ça, c'est 4 hommes qui sont de tribus différentes. Chacun d'eux a régné pour un temps différent. Mais le prophète les a prises toutes. Il a pris la fille d'Abu Sufyan, qui est l'ennemi principal avant de rentrer à l'islam, oui, qui était le chef de la Mecque, oui, comme épouse. Donc, pourquoi les Mauritaniens ne prennent pas épouse au Ghana, les Ghanéens au Sénégal, etc., etc. Ou bien, les communautés à l'intérieur de chaque pays, on peut lancer au nom du G5 une vague de brassage, de ce genre. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà au Burkina. On se marie. Il n'y a pas de barrage ni de barrière de ce point de vue-là. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. En plus, comme vous le savez, l'islam n'interdit pas à l'homme de se marier avec une chrétienne, aux musulmans, avec une chrétienne. Il interdit le contraire pour une raison simple, c'est de ne pas laisser des fils musulmans augmenter être forcé de suivre une autre religion. Parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Oui, ça existe par rapport à votre question. Vous voyez, ce que nous appelons la parenté à plaisanterie, ou si vous voulez l'alliance à plaisanterie, ça entre dans ce cadre. Pour dire qu'il y a quand même des mécanismes de régulation des tensions, des conflits dans nos sociétés. Voilà. La parenté à plaisanterie, ça fait partie de nos systèmes de valeurs. Et par rapport à cela, les liens intra-communautaires et intercommunautaires sont très bien tissés et sont parfois solides. Mais le problème qui se pose justement, c'est ce que l'extrémisme violent a mené comme, j'allais dire, valeur, je ne dirais pas valeur, mais ce qui fragilise en réalité la cohésion sociale. Voilà. Vous voyez, quand on arrive à stigmatiser une ethnie, une communauté, en disant non, c'est le délit de faciès. Parce qu'ils sont ceci, cela, etc. On a vu malheureusement ce qui s'est passé dans nos contrées. Et les conflits intercommunautaires, genre agriculteurs, éleveurs, ont toujours existé dans nos sociétés. J'allais dire, il faut remonter jusqu'à Caïn et Abel, pour ceux qui sont croyants et qui sont dans l'exégèse. Oui. Voilà. Mais pour dire que, véritablement, lorsque ces conflits-là éclatent, nous avons ces conflits communautaires, nous avons, par les mécanismes justement traditionnels, nous pouvons gérer ces conflits. Bien sûr. Comme aussi, il y a le droit religieux qui est là en islam, mais comme aussi au niveau de l'Église, il y a des efforts qui sont faits. Au niveau des coutumiers, des religieux, pour pouvoir taire ces tensions. Mais le plus difficile, surtout, est dû au fait que nous avons cette diversité culturelle qui nous permet d'avoir aussi le droit à la différence. Étant donné que la diversité culturelle a été consacrée par tous les textes au niveau international, c'est-à-dire que chacun se lève, je peux naître dans une famille musulmane et décider d'être un chrétien. Il n'y a pas de problème. Comme inversement. Voilà. Mais maintenant, quand on vient justement à poser des conditions
ou à empêcher qu'il y ait ces genres de relations, de conversion, si vous voulez, c'est ça qui crée problème. Donc, la culture nous permet de travailler sur tous ces volets, puisque je vous disais à l'introduction qu'il n'y a de culture que d'hommes. Par rapport à cela, revoir qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous unit. Et je crois que c'est Senghor qui disait qu'il y a lieu de nous enrichir de nos différences en vue de converger vers l'universel. Et nous devons nous enrichir forcément de nos... Nous n'avons plus le temps. Nous devons partir d'un postulat. Oui. Pour ce qui est de l'islam. Il faut comprendre que c'est l'homme qui a besoin de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a besoin d'hommes. Et si les terroristes savaient ça, ils auraient donné la paix aux gens. L'islam, c'est comme l'air pour les musulmans. On va en rester là, monsieur le ministre, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On va en rester là. Merci, j'ai quand même un petit mot à 30 secondes, vraiment. 30 secondes. Nous avons des festivals annuels dans nos villes anciennes qui ont un véritable hymne à la culture. Nous proposons à ce que ces festivals se fassent tous les 5 ans dans l'une de nos capitales. Dans l'une des capitales. Soit à Ouaga, à Nouakchott, à Niamey, à une Djamena. proposition donc à verser et on doit converger vers l'universel. En tout état de cause, l'Afrique ne peut pas se couper du reste du monde. Il faut cependant retrouver très rapidement notre identité propre et la célébrer. Il faut affirmer son essence africaine tout en réussissant son ouverture sur le monde globalisé. Ouverture pour ouverture, je n'ai pas résisté à l'envie de partager avec vous ces mots pleins de sens de l'homme politique français Renaud Donnedieu de Vabre qui affirme que, je cite, « La culture est un antidote à la violence car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance en nous incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. » Fin de citation. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 94 qui recevait pour vous donc Oumar Ould Matala, c'est bien cela, ancien ministre chargé de l'enseignement secondaire de Mauritanie. Merci. D'avoir répondu à notre appel. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Dramane Konaté, il est conseiller technique du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina, mais il est aussi le président de la commission thème de la conférence des ministres chargés de la culture des pays du G5 Sahel. Merci, M. Konaté, d'être passé nous voir. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Clarisse Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique et de production. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité à cette émission. Merci et prenons toujours soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés, où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité, une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.